Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus respectés au monde, nous offre une leçon précieuse. Certaines décisions du quotidien sabotent, sans que nous le sachions, notre bien-être financier. Dans cette classe révélatrice, 30 pièges courants sont détaillés. Ils peuvent vous appauvrir, si vous n'apprenez pas à les éviter. Commençons par un phénomène largement accepté, mais rarement remis en question. Les dépenses en vêtements et accessoires de marque. Beaucoup de gens achètent des produits de luxe dans l'idée de projeter du succès et un certain statut social. Pourtant, derrière les logos et les étiquettes coûteuses se cache une vérité inconfortable. Nous nous endettons souvent pour maintenir une apparence. L'industrie de la mode a perfectionné le récit selon lequel le luxe équivaut à la valeur, alors qu'en réalité, acheter des vêtements ou des sacs de créateurs à des prix excessifs reflète, dans bien des cas, des priorités confuses. Une expérience menée par le documentariste Morgan Spurlock a montré que les personnes habillées avec des marques étaient perçues comme plus fiables, plus performantes et plus intelligentes. Ce qui est curieux, c'est qu'il s'agissait des mêmes acteurs qui, lorsqu'ils portaient des vêtements génériques, ne suscitaient pas cette impression. Cela révèle la puissance du biais cognitif. Comme le dit l'auteur David Ramsey, nous vivons dans une culture où l'on dépense de l'argent que l'on n'a pas pour acheter des choses dont on n'a pas besoin afin d'impressionner des gens qui ne nous importent même pas. Une autre erreur fréquente consiste à emprunter de l'argent à des taux exorbitants pour maintenir un style de vie insoutenable. Les jeunes, en particulier, tombent souvent dans ce piège. Ils financent des sorties, des cadeaux ou des voyages avec des cartes de crédit ou des prêts rapides sans en mesurer les conséquences. Une étude menée par Harvard a révélé que c'est la principale cause de faillite chez les moins de 30 ans. Pourquoi ? Parce que beaucoup préfèrent s'endetter lourdement plutôt que d'être exclus des projets du groupe. La clé réside dans l'honnêteté. Il faut cesser de se mentir, être clair avec soi-même sur ce que l'on peut ou ne peut pas se permettre. L'objectif n'est pas de renoncer à tout, mais d'apprendre à vivre selon ses moyens, à épargner avec intention et à construire un patrimoine sur le long terme. Le présent séduisant et l'avenir oublié. L'un des comportements financiers les plus dangereux et en même temps les plus répandus consiste à vivre exclusivement dans le présent en négligeant complètement la planification à long terme. Ce mode de pensée nous fait croire qu'il y a encore du temps, que l'avenir peut attendre, que nous nous en occuperons plus tard. Épargner, investir ou nous préparer aux années à venir. Mais ce report constant finit par coûter très cher. L'illusion du plus tard est, en réalité, l'un des pièges les plus séduisants de la vie adulte. Elle nous fait sentir en sécurité alors que nous dépensons sans culpabilité et consommons avec enthousiasme, comme si tout était sous contrôle. Pourtant, quand ce plus tard arrive enfin, nous nous retrouvons sans filet de sécurité, sans appui, sans base solide pour faire face aux imprévus ou saisir des opportunités. La vérité est simple. Plus nous tardons à agir, plus il sera difficile d'atteindre la stabilité économique que nous désirons. Ce principe est connu depuis des siècles. Le livre « L'homme le plus riche de Babylone », un classique de l'éducation financière, l'explique clairement. La construction de la richesse ne dépend pas du montant que nous gagnons, mais de notre discipline à mettre de côté dès le départ une portion fixe de chaque revenu. Peu importe que les montants soient élevés ou modestes, l'essentiel est de développer l'habitude d'épargner régulièrement. Car dans l'univers des finances, ce qui est réellement magique, c'est le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés fonctionnent comme une boule de neige. Plus elle commence à rouler tôt, plus elle prend de volume et de force au fil du temps. Ce phénomène transforme de petites économies régulières en sommes importantes au fil des années. Et plus on tarde à commencer, plus cet avantage exponentiel se réduit. Pour mieux le comprendre, prenons l'exemple de deux jumeaux, Andrea et Beto, qui débutent leur vie professionnelle à 20 ans. Andrea prend une décision stratégique. Elle investit 200 réais par mois dans un fonds indiciel avec un rendement moyen de 8% par an. Et elle le fait sans interruption pendant 40 ans. Beto, quant à lui, repousse cette décision.
Ils préfèrent vivre dans l'instant, dépenser librement, se faire plaisir, sans trop penser à l'avenir. Ce n'est qu'à 40 ans qu'il commence à épargner. Il le fait cependant avec 2 fois plus d'engagement, 400 réals par mois dans le même fonds que sa sœur. Logiquement, on pourrait croire que, en investissant plus, Beto obtiendra un rendement équivalent, voire supérieur, à celui d'Andrea. Mais la réalité est tout autre. Lorsqu'ils atteignent 60 ans, Andrea a accumulé une somme nettement plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé 20 ans plus tôt. Et cette avance dans le temps, combinée au pouvoir des intérêts composés, fait toute la différence. Cet exemple simple nous rappelle une vérité incontestable. En finance, le temps vaut plus que l'argent. La décision de commencer tôt, même avec des montants modestes, surpasse largement toute tentative tardive de compenser avec de grandes sommes. La clé, c'est la constance, pas la taille de l'apport. Mais pour épargner et investir, il faut un élément fondamental, la clarté financière. Savoir où va notre argent, combien nous gagnons, ce que nous privilégions. Et sur ce point, beaucoup de gens échouent aussi. Le manque de contrôle sur ses finances personnelles est plus fréquent qu'on ne le pense. Winston Churchill disait « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. L'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Cependant, en matière d'économie, ce qui compte vraiment, ce n'est ni le pessimisme ni l'optimisme, mais le réalisme. La seule façon d'améliorer notre situation financière, c'est de la comprendre. Et cela commence par mesurer, enregistrer, observer. Une enquête de Gallup a révélé un fait inquiétant. Seuls 32% des foyers tiennent un registre formel de leurs revenus et dépenses. En d'autres termes, la majorité des gens ne savent pas exactement combien ils dépensent ni pourquoi. Cette ignorance provoque ce que l'on pourrait appeler des fuites silencieuses, de petites sorties d'argent qui, bien qu'elles paraissent anodines, finissent par déséquilibrer complètement le budget mensuel. Il ne s'agit pas forcément d'erreurs majeures ou de dépenses extravagantes, mais de montants minimes, récurrents et difficiles à repérer en l'absence d'un suivi précis. Le problème n'est pas de dépenser, mais de le faire sans conscience. Face à cette situation, l'entrepreneur et auteur Tim Ferriss propose un outil pratique pour reprendre le contrôle. Pendant 30 jours, notez absolument tous les mouvements financiers. Peu importe qu'il s'agisse d'un achat important ou d'un simple café dans la rue, tout doit être consigné. L'objectif est d'identifier avec précision où part chaque centime. Une fois le mois terminé, l'étape suivante consiste à classer ces dépenses en 3 grandes catégories. 1. Nécessaire. Tout ce qui est indispensable à la vie, loyer, nourriture de base, transport, services. Deuxième, occasionnel. Dépenses non quotidiennes mais récurrentes. Sorties, cadeaux, entretien du logement ou du véhicule. Troisième superflu, achats impulsifs, caprices ou consommations que l'on pourrait éviter sans véritable impact sur notre vie. Le résultat de cet exercice peut être saisissant. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir combien ils dépensent pour des choses qu'ils pensaient insignifiantes. En additionnant tout ce qui est superflu, on obtient une somme qui aurait pu être allouée à l'épargne, à l'investissement ou à un fonds d'urgence. Le but n'est pas de se priver ni de tomber dans une austérité extrême. L'objectif est d'instaurer une relation plus consciente et équilibrée avec l'argent. Comme le dit un vieux proverbe, « ce qui se mesure s'améliore ». Appliqué à la finance, cela signifie que ce n'est qu'en ayant une vision claire de nos rentrées et sorties d'argent que nous pouvons ajuster intelligemment notre comportement. De plus, ce type de pratique ne bénéficie pas seulement au présent, mais a également un impact positif à long terme. Connaître nos habitudes permet de planifier, de budgétiser, de hiérarchiser. Cela nous donne les outils pour prendre des décisions plus en phase avec nos objectifs. Vivre dans le présent, profiter de l'instant, ne devrait pas être incompatible avec la construction d'un avenir solide. L'important est de ne pas tomber dans le piège de croire que demain se réglera tout seul. La stabilité financière n'est pas une question de chance ni de haut revenu. Elle est le fruit de petites décisions répétées au fil du temps. Épargner,
Investir, suivre ses dépenses, établir des priorités. Autant d'actions simples, parfois ennuyeuses, mais qui font toute la différence entre une vie d'angoisse financière et une vie de liberté. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer, c'est justement l'inverse. Seules les personnes qui commencent avec peu, mais avec discipline, finissent par avoir beaucoup. Et cet avenir, qui semble lointain aujourd'hui, finira par arriver. La vraie question est, comment veux-tu le trouver? Le coût silencieux de vivre en pilote automatique. Au milieu des exigences du quotidien, obligations professionnelles, familiales et personnelles, il est très facile de tomber dans une routine qui nous pousse à agir en mode automatique. Ce pilote automatique s'étend aussi à notre relation avec l'argent. Sans nous en rendre compte, nous acceptons certaines dépenses récurrentes comme inévitables. Et nous le faisons non pas parce qu'il n'existe pas d'option meilleure, mais parce que nous ne prenons même pas le temps de les remettre en question. Prenons par exemple les services de base, électricité, gaz, téléphonie mobile, Internet. Beaucoup d'entre nous paient les factures chaque mois sans les analyser, sans comparer les fournisseurs, ni vérifier si nous avons accès au meilleur plan. Nous nous habituons à considérer ces montants comme fixes, comme quelque chose qu'il faut simplement payer. Point final. Mais en réalité, en agissant ainsi, nous passons à côté d'une réelle opportunité d'économiser. Selon un rapport de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, le consommateur moyen pourrait gaspiller entre 200 et 400 $ par an simplement parce qu'il ne prend pas le temps de comparer les tarifs, d'examiner les plans ou de négocier des conditions plus avantageuses. La bonne nouvelle, c'est qu'inverser cette situation ne demande ni grands sacrifices, ni compétences techniques avancées. Dans bien des cas, un simple appel téléphonique à l'entreprise prestataire suffit. Examiner les nouveaux forfaits, demander les remises en vigueur, mentionner l'intention de changer de fournisseur ou tout simplement solliciter une amélioration du tarif peut déboucher sur des offres non publiées, activées uniquement lorsque le client manifeste son envie de partir. Erica Mills, spécialiste de l'efficacité financière, résume cela par une question percutante. Paieriez-vous le prix d'un vêtement en magasin sans regarder d'autres options ni tenter de négocier? Alors pourquoi faites-vous cela avec votre facture d'Internet ou de téléphone? L'analogie est claire. Si nous comparons les prix pour acheter des vêtements, de l'électroménager ou des voyages, pourquoi ne pas appliquer la même logique aux services que nous utilisons tous les jours? Mais le pilote automatique ne se limite pas aux services. Il agit aussi dans un autre domaine, de manière silencieuse mais persistante. Les offres et promotions conçues pour nous faire acheter ce dont nous n'avons pas besoin. Les fameux 2 pour 1, seulement aujourd'hui, offres exclusives à durée limitée, ou encore le populaire « acheter maintenant, payer plus tard », sont pensés pour activer notre réponse émotionnelle, pas rationnelle. Les experts en marketing le savent parfaitement. Lorsque nous percevons une opportunité, un mécanisme de récompense se déclenche dans notre cerveau, nous poussant à agir rapidement. Nous ne voulons pas rater cette réduction, ce bénéfice exclusif. Pourtant, très souvent, ce que nous achetons finit au fond d'un tiroir, inutilisé, prenant la poussière et occupant de l'espace. Une enquête réalisée par creditcard.com a révélé une donnée frappante. 85% des consommateurs ont admis avoir effectué des achats impulsifs. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de ces achats ne répondaient à aucun besoin concret, mais découlaient simplement d'un enthousiasme momentané. L'émotion a pris le dessus sur la raison. Cela signifie-t-il que nous devrions arrêter d'acheter ou devenir excessivement austères? Absolument pas. La clé, c'est la conscience. Avant de payer, il vaut la peine de se poser quelques questions simples, mais puissantes, qui fonctionnent comme filtre de bon sens. Ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que je l'utiliserai encore dans un mois, ou est-ce juste une envie passagère? Est-ce que cela mérite l'espace qu'il va occuper chez moi? L'achèterais-je s'il n'était pas en promotion? Répondre avec honnêteté peut faire la différence entre un achat impulsif et un choix aligné avec nos priorités. Parfois, simplement attendre quelques heures
ou jusqu'au lendemain permet de voir plus clairement si cet achat était réellement nécessaire. À ce stade, il est également utile de réfléchir au coût d'opportunité. Autrement dit, si cet argent que nous nous apprêtons à dépenser avait une autre destination plus productive, laquelle serait-elle? Et l'une des meilleures alternatives, c'est de l'investir dans l'éducation financière. La connaissance appliquée à la gestion de l'argent a cette particularité de produire un rendement qui se multiplie tout au long de la vie. Il ne s'agit pas seulement de lire des livres ou de suivre des cours formels, même si cela aide aussi. L'éducation financière peut venir de communautés, d'ateliers, de podcasts, de conférences virtuelles ou d'espaces d'échange, où des personnes ordinaires partagent leurs apprentissages, leurs erreurs et leurs stratégies. À une époque où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile, profiter de ces ressources peut transformer notre manière de gérer l'argent. Revenons à l'idée de départ. Vivre en pilote automatique nous pousse à croire que les dépenses fixes sont immuables, que les promotions sont des occasions à ne pas manquer, et que la connaissance financière est un luxe ou une option secondaire. Mais si nous parvenons à sortir de cette inertie, si nous prenons ne serait-ce que quelques minutes pour revoir, questionner, choisir avec intention, il devient possible de réduire nos dépenses sans affecter notre qualité de vie et même de l'améliorer. Et il ne s'agit pas seulement des économies concrètes que cela génère, qui, soit dit en passant, peuvent être significatives, mais de l'effet cumulatif de nombreuses petites décisions conscientes. Car l'argent non dépensé sans raison devient une ressource disponible pour des projets importants, rembourser des dettes, voyager sans s'endetter, aider sa famille, investir ou simplement vivre plus sereinement. Au final, la différence entre ceux qui parviennent à une stabilité financière et ceux qui vivent dans une anxiété constante ne réside pas toujours dans ce qu'ils gagnent, mais dans ce qu'ils font de ce qu'ils gagnent. Ceux qui vivent avec stratégie, mesure et discernement obtiennent souvent plus avec moins. Ceux qui fonctionnent en pilote automatique, même avec de bons revenus, n'arrivent pas toujours à avancer. Briser cet automatisme demande de l'engagement, oui, mais cela se traduit aussi par du pouvoir. Le pouvoir de décider en toute liberté, le pouvoir de dire non à l'inutile, le pouvoir de construire une vie financière saine, pas à pas, sans stress et sans mauvaise surprise. Et tout cela commence, comme presque tout dans la vie, par un geste très simple, faire attention. Quand le manque de prévoyance devient coûteux, les imprévus font inévitablement partie de la vie. Une panne de voiture, une fuite sur le toit, ou un voyage urgent pour rendre visite à un proche malade. Face à ce type de situation, beaucoup de personnes se retrouvent totalement démunies. C'est pourquoi les experts en planification financière insistent sur la nécessité de disposer d'un fonds d'urgence équivalent à au moins 3 à 6 mois de dépenses de base. Cependant, selon les données de la Banque centrale, 47% des Brésiliens ne disposent même pas de 400 reais en cas d'urgence. Que font-ils alors? Ils se tournent vers des solutions bien plus coûteuses. Avance sur salaire avec des taux pouvant atteindre 300% par an, carte de crédit, découvert bancaire. Tout cela génère une boule de neige difficile à arrêter. Mark Cuban, entrepreneur et magnate, l'a résumé avec une phrase percutante. L'argent qui n'est pas planifié disparaît. Au lieu d'attendre la catastrophe, il vaut mieux adopter la discipline de la fourmi et faire preuve de prévoyance avec nos ressources. Un autre comportement financier qui compromet l'avenir est la dépense excessive en technologie. Dans une société obsédée par les derniers gadgets, changer de téléphone, d'ordinateur portable ou de console de jeu est presque devenu une routine, même lorsque l'appareil précédent fonctionne encore parfaitement. Mais chaque mise à jour a un coût, et pas seulement en termes économiques. Il y a aussi un impact environnemental majeur. Selon MIT Technology Review, la durée de vie moyenne d'un smartphone est d'à peine 21 mois. À cela s'ajoute que seulement 20% de ces appareils électroniques sont correctement recyclés, selon Greenpeace. Le reste finit en déchets électroniques, un problème croissant, encore trop peu pris en compte. Il est peut-être temps de redonner de la valeur à ce qui est durable,
et de chercher à prolonger la vie de ce que nous possédons déjà, avant de le remplacer sans réelle nécessité. La santé, le corps et le portefeuille. Notre corps est l'instrument qui nous permet d'expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. Il nous permet de travailler, de nous déplacer, d'apprendre, de profiter, de partager. Et pourtant, malgré son importance évidente, nous le traitons souvent comme s'il s'agissait d'une ressource illimitée, que l'on peut solliciter sans limite et négliger sans conséquence. Ce n'est que lorsque les symptômes apparaissent, lorsque le corps commence à faillir, que nous prenons conscience de sa valeur. Mais bien souvent, il est déjà trop tard. L'une des pratiques les plus courantes et les plus dangereuses est l'automédication. Que ce soit par manque de temps, pour éviter les frais médicaux ou simplement par habitude, beaucoup de personnes choisissent de résoudre leurs maux par elles-mêmes. Elles vont à la pharmacie, achètent un analgésique ou un antibiotique sans ordonnance et s'auto-administrent un traitement comme s'il s'agissait d'un remède maison. Pourtant, cette conduite n'est pas seulement risquée pour la santé, elle l'est aussi sur le plan financier. L'Organisation panaméricaine de la santé estime qu'environ 30% des dépenses personnelles de santé sont consacrées à l'achat de médicaments sans ordonnance. Cela représente une fuite constante d'argent qui, dans la plupart des cas, pourrait être évitée grâce à la prévention ou à des interventions médicales opportunes. En outre, une mauvaise utilisation des médicaments peut entraîner des complications plus graves, nécessitant des traitements plus longs, coûteux et invasifs. Le problème n'est pas seulement économique, il y a aussi la question de la qualité de vie. Détecter à temps des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension ou l'obésité peut faire la différence entre une vie active et fonctionnelle et une autre limitée par la détérioration physique. Les pathologies détectées à un stade précoce sont généralement beaucoup plus faciles à contrôler, voire à inverser, et leurs coûts médicaux sont nettement inférieurs à ceux d'un traitement tardif. À ce sujet, le médecin David Katz, spécialiste en médecine préventive, est catégorique. La plupart des gens ne prennent leur santé au sérieux que lorsqu'ils l'ont déjà perdue. C'est un paradoxe triste, mais fréquent. Il est difficile d'investir dans ce qui ne se voit pas, ne fait pas mal, ne donne pas de signaux immédiats. Et pourtant, c'est là que réside la vraie valeur de la prévention. Faire des bilans de santé réguliers ne devrait pas être perçu comme une dépense superflue, mais comme un investissement dans la stabilité, le bien-être et les économies futures. C'est, en termes pratiques, comme souscrire à une assurance, à la différence près que nous n'assurons pas une maison, une voiture ou un appareil électroménager, mais notre bien le plus précieux, la vitalité. Une vie saine, par ailleurs, apporte des bénéfices bien au-delà du corps physique. Elle améliore la concentration, augmente la productivité, réduit le stress, favorise la bonne humeur et nous aide à prendre de meilleures décisions. Lorsque nous nous sentons bien, nous avons plus d'énergie pour travailler, étudier, entretenir nos relations et profiter de la vie. Et cela, en fin de compte, a aussi un impact positif sur notre économie. Mais si la négligence a un coût élevé, les mauvaises habitudes coûtent encore plus cher. L'un des exemples les plus évidents est la consommation de tabac. Fumer ne détériore pas seulement la santé pulmonaire, cardiovasculaire et neurologique, cela représente aussi une dépense considérable à long terme. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, le tabagisme coûte aux États-Unis plus de 300 milliards de dollars par an. Cette somme inclut les coûts directs des soins médicaux et les pertes de productivité liées aux maladies, à l'absentéisme, aux incapacités et même aux décès prématurés. À l'échelle individuelle, l'impact est également significatif. Un fumeur moyen peut dépenser plus de 1 000 $ par an rien qu'en cigarettes. Mais ce n'est que la dépense visible. Il faut y ajouter les consultations médicales supplémentaires, les traitements, les médicaments et les conséquences indirectes, des assurances-vie plus coûteuses, une difficulté accrue à obtenir certains emplois, une baisse des capacités physiques. Et que pourrait-on faire avec cet argent s'il était utilisé à d'autres fins? 1 000 $ par an, plus de 80 par mois, pourraient être investis dans un fonds d'urgence, dans l'éducation, dans une meilleure alimentation,
dans une formation professionnelle ou même dans des expériences réellement enrichissantes sur le plan personnel. Le problème, comme avec la santé, c'est que le préjudice économique ne se remarque pas tout de suite. Il est silencieux. Il s'accumule lentement, jusqu'à ce qu'un jour, il soit trop tard. On peut dire la même chose de la consommation excessive d'alcool ou de substances psychoactives. Au-delà des risques évidents pour le corps et l'esprit, ces habitudes entraînent aussi des conséquences économiques importantes. Bien souvent, la personne concernée commence à connaître une baisse progressive de son rendement au travail. Cela peut se traduire par une performance médiocre, des suspensions, des opportunités manquées ou même un licenciement. À cela s'ajoutent les frais de traitement, les consultations, la rééducation, voire des problèmes juridiques. Un autre aspect moins visible, mais tout aussi important, est l'impact sur les relations personnelles. La consommation problématique de substances affecte souvent le cercle familial, social et affectif. Cela peut entraîner des séparations, des conflits, de l'isolement ou la perte de réseaux de soutien. Quand la stabilité émotionnelle s'effondre, la stabilité financière suit souvent le même chemin. De plus, il faut considérer les dépenses indirectes. Par exemple, les primes d'assurance santé ou vie sont généralement plus élevées pour les personnes présentant des comportements à risque. Certaines banques ou institutions peuvent même refuser des crédits à des personnes ayant des antécédents médicaux lourds. Ainsi, une habitude qui commence comme un simple petit plaisir finit par affecter plusieurs aspects de la vie, y compris le portefeuille. Le plus paradoxal, c'est que beaucoup de gens conservent ces habitudes en se disant que la vie, c'est fait pour en profiter ou qu'il ne faut pas se priver de tout. Pourtant, ces plaisirs momentanés se transforment souvent en source d'angoisse à long terme. Ce qui semblait être un moment de détente, de libération ou de récompense devient un piège qui consume nos ressources, notre santé et notre stabilité. Personne ne nie l'importance de profiter de la vie. Le problème, c'est lorsque ce plaisir a un prix que nous ne sommes ni disposés ni prêts à payer. La clé ne réside donc pas dans une restriction permanente, mais dans une relation plus intelligente avec le plaisir et le bien-être. Une relation où le soin du corps et de l'esprit n'est pas perçu comme une obligation pesante, mais comme une manière de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre capacité à vivre pleinement. Lorsqu'il s'agit d'évaluer notre situation financière, il ne suffit pas de regarder ce que nous gagnons ou ce que nous dépensons. Il faut aussi considérer notre état de santé, les habitudes que nous entretenons, ce que nous faisons pour prévenir les maladies et comment nous prenons soin de notre bien-être physique et émotionnel. Car, même si nous l'oublions souvent, tout est connecté. Investir dans la santé n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et comme tout bon investissement, il porte ses fruits de façon tangible. Moins de dépenses en médicaments, moins de consultations médicales, moins d'absence au travail, plus de productivité, plus d'énergie, une meilleure qualité de vie et un compte bancaire moins fragilisé. C'est pourquoi il vaut mieux considérer les bilans de santé comme un investissement plutôt qu'une dépense. Il vaut mieux voir l'exercice, l'alimentation équilibrée ou le repos non pas comme des sacrifices, mais comme des stratégies financières à long terme. Car, au bout du compte, le corps est le seul endroit où nous allons vivre toute notre vie. Abonnements invisibles et négligences coûteuses. L'enthousiasme initial est un moteur puissant. Il nous pousse à nous inscrire dans cette salle de sport qui promet des résultats spectaculaires, à souscrire à des plateformes de streaming, aux catalogues infinis, ou à payer des cours en ligne qui semblent détenir la clé d'une vie meilleure. Mais avec le temps, cet enthousiasme a tendance à s'essouffler. Ce qui était une nouveauté devient une routine, et ce qui semblait utile est relégué aux oubliettes. Pourtant, les prélèvements mensuels continuent à apparaître sur notre compte bancaire, sans que nous y prêtions attention. Bien souvent, nous continuons à payer pour des abonnements que nous n'utilisons plus, que nous ne nous rappelons même pas avoir contractés, ou que nous n'avons jamais réellement exploités comme nous le pensions. Nous nous habituons à ces débits automatiques, mois après mois, comme s'ils étaient inévitables.
mais en réalité, ils représentent une fuite silencieuse et constante d'argent. L'entreprise TRM, une start-up spécialisée dans l'identification des dépenses zombies, estime que l'Américain moyen perd environ 500 $ par an en abonnements non utilisés. Des montants qui, s'ils étaient affectés à d'autres objectifs, comme un fonds d'urgence, le remboursement de dettes ou un investissement modeste, pourraient avoir un impact considérable sur l'économie personnelle. L'experte financière Paula Pant résume cela par une phrase aussi directe qu'efficace. Si tu n'utilises pas un service au moins 50% du temps, annule-le immédiatement. La clé réside dans l'honnêteté. Nous nous convainquons souvent que, un jour, nous reviendrons à cette application, à ce cours ou à cet abonnement. Mais ce jour n'arrive jamais. En attendant, les paiements continuent de s'accumuler. Faire un audit mensuel ou trimestriel de tous nos abonnements est un exercice simple, mais extrêmement utile. Il suffit de consulter ses relevés bancaires ou les relevés de cartes pour identifier les services devenus obsolètes. Il peut s'agir de plateformes de films, d'applications de sport, de services de stockage en nuage ou de bulletins d'information payants. Chaque annulation n'est pas une perte, mais une récupération. Vous récupérez du contrôle, de la clarté et des ressources. Mais ce type de négligence ne se limite pas aux services numériques ou aux abonnements oubliés. Il concerne aussi les biens matériels, la maison, la voiture, les appareils électroménagers, lorsque l'argent se fait rare ou que nous voulons simplement éviter les complications, il est tentant de remettre à plus tard l'entretien préventif. Changer l'huile de la voiture, inspecter le toit avant la saison des pluies, nettoyer les filtres de la climatisation ou encore vérifier l'état des canalisations peuvent sembler secondaires. Mais les ignorer a un coût. Une étude de l'Institut pour l'économie et la paix a démontré que pour chaque réal investi dans la prévention, on peut éviter jusqu'à 7 réals en réparation majeure. Autrement dit, l'entretien régulier n'est pas un luxe ni une exagération. C'est une stratégie intelligente pour empêcher que de petits problèmes ne deviennent des dépenses démesurées. Ce que vous pouvez résoudre aujourd'hui avec un simple nettoyage ou remplacement pourrait demain coûter une rénovation complète. Établir un calendrier d'entretien basique pour les biens que nous utilisons le plus, de la voiture au réfrigérateur, en passant par le chauffage ou même les animaux de compagnie, permet non seulement de prolonger leur durée de vie, mais aussi d'économiser de l'argent et d'éviter bien des tracas à l'avenir. Il est bien plus économique de conserver que de remplacer, et bien plus efficace de prévenir que de guérir. Le même principe s'applique au domaine alimentaire. Nulle part ailleurs dans le budget domestique, on ne gaspille autant que dans l'alimentation. Aller au supermarché sans liste précise, ou pire, le ventre vide, est une recette presque garantie pour dépenser plus. Tout semble appétissant, tout pourrait servir. On finit par remplir le chariot de produits inutiles ou en quantité qu'on ne consommera pas. Le résultat est prévisible. Aliments périmés, restes jetés, surplus jamais utilisés. Une étude de l'université Cornell a révélé que le gaspillage alimentaire peut représenter jusqu'à 25% du budget alimentaire d'une famille. En d'autres termes, 1 euro sur 4 consacré à la nourriture finit à la poubelle. Mais le problème n'est pas uniquement économique, il est aussi environnemental et éthique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, estime que si le gaspillage alimentaire mondial était réduit de moitié, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes. 1 milliard. L'impact de nos décisions individuelles devient immense lorsqu'il est vu à l'échelle globale. Comment inverser cette tendance? Avec quelque chose d'aussi simple que la planification. Concevoir un menu hebdomadaire, vérifier ce qu'on a dans le frigo avant d'acheter, s'en tenir à une liste d'achats réaliste et cuisiner en portions adaptées peut générer une économie substantielle. En plus, cela réduit le stress de devoir décider chaque jour quoi manger, diminue les commandes impulsives et favorise une alimentation plus saine et variée. Il ne s'agit pas de vivre dans un contrôle permanent, mais de créer des habitudes durables.
Ne planifier que les repas du lundi au vendredi peut faire une énorme différence dans le budget mensuel. Et si en plus on réutilise les restes, on congèle des portions supplémentaires ou on privilégie les aliments de saison, les économies s'accumulent. Ce qui est intéressant, c'est que les 3 domaines abordés dans cette section, abonnements inutiles, négligence de l'entretien et gaspillage alimentaire, ont un point commun. Tous sont évitables. Aucun ne relève d'une urgence ou d'une dépense inévitable. Au contraire, ce sont des décisions que nous prenons ou ne prenons pas automatiquement, par habitude, par inertie ou par manque d'attention. Mais quand nous adoptons l'habitude de revoir, de remettre en question et de planifier, nous pouvons transformer ces petites fuites en opportunités d'amélioration. L'argent que nous cessons de perdre devient de l'argent disponible, pour épargner, pour investir, pour profiter en conscience. Il faut aussi prendre en compte l'impact émotionnel de ces habitudes. Savoir que vous tirez le meilleur parti de vos ressources, que vous ne gaspillez pas d'argent par négligence, procure une sensation de contrôle très puissante. Et ce contrôle se traduit par de la tranquillité, de la confiance, du bien-être. Ce qui commence par un simple geste pratique, annuler un abonnement ou faire une liste de courses, peut avoir des effets positifs dans de nombreux aspects de la vie. Il n'est pas nécessaire d'être parfait ni de vivre avec rigidité. Il suffit d'être un peu plus attentif, de regarder nos habitudes d'un œil critique et de se poser la question: est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que j'utilise ce que je paie? Est-ce que je prends soin de ce que je possède? Est-ce que je mange avec intention ou par impulsion? Chaque réponse honnête est un pas vers une vie financière plus saine. Car au final, la stabilité économique ne se construit pas uniquement par de grandes décisions, mais par des centaines de petits gestes quotidiens. Et dans ces gestes, la conscience vaut plus que le budget. Opportunités manquées et pièges invisibles. Dans le quotidien, de nombreux consommateurs naviguent dans le monde financier comme s'ils étaient aveugles. Ils achètent, paient, souscrivent à des services, sans prendre le temps de vérifier quels avantages supplémentaires ils pourraient tirer de ces mêmes gestes. L'un des exemples les plus flagrants de ce manque d'attention est l'utilisation très limitée des programmes de récompense, remise et remboursement offerts par les cartes de crédit, les portefeuilles numériques et les chaînes de magasins. Chaque fois que nous effectuons un achat avec une carte, nous pourrions accumuler des points, générer des réductions ou recevoir un remboursement en argent, cashback. Pourtant, la majorité des gens ne vérifient pas ces conditions, ne s'inscrivent pas au programme disponible ou, tout simplement, ignorent leur existence. Un rapport de Gulf Investor affirme qu'une famille moyenne pourrait obtenir jusqu'à 770 $ par an simplement en profitant intelligemment de ces avantages. Il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de rediriger sa consommation vers des endroits ou des services que l'on utilise déjà régulièrement. La clé réside dans la stratégie. Choisir consciemment 1 ou 2 programmes de récompense pertinents et y concentrer la majorité de ses achats. L'économiste et expert en finances personnelles, Ramit Sethi, l'explique clairement. Il ne s'agit pas de s'éparpiller dans de multiples systèmes qui rapportent peu, mais de concentrer ses efforts sur ceux qui génèrent vraiment de la valeur selon notre mode de vie. Si vous achetez toujours dans les mêmes supermarchés, stations-service ou pharmacies, assurez-vous de recevoir quelque chose en retour. Mais attention, toutes les opportunités ne sont pas ce qu'elles semblent être. L'autre face de la consommation numérique, c'est le risque croissant d'arnaques déguisées en solutions faciles. La promesse de gagner de l'argent rapidement et sans effort est une tentation omniprésente sur les réseaux sociaux, les sites web tape à l'œil ou via des messages WhatsApp et email. Doublez vos gains en une semaine. Revenu passif sans lever le petit doigt, votre liberté financière en un clic. Ces slogans sont partout et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le piège. La Commission fédérale du commerce des États-Unis a révélé qu'en 2022, les pertes liées à la fraude financière ont dépassé les 800 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. Les systèmes pyramidaux, les ventes multiniveaux déguisées et les schémas Ponzi sont toujours d'actualité,
désormais adaptés à l'ère numérique. Ils promettent des revenus extraordinaires en échange d'investissements minimes et sans risque, mais sont en réalité conçus pour enrichir une minorité au détriment du plus grand nombre. C'est pourquoi l'avertissement de Warren Buffett est plus pertinent que jamais. N'investissez jamais dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Cette règle simple peut nous protéger contre des pièges dont il est très difficile de sortir une fois qu'on y est tombé. Avant de placer de l'argent dans une proposition financière, il faut enquêter, demander des références, rechercher un soutien institutionnel et s'assurer de comprendre clairement le fonctionnement et l'origine des bénéfices promis. Un autre piège, plus traditionnel mais tout aussi dangereux, est celui du jeu. Parier dans un casino, jouer à la loterie ou tenter sa chance sur des plateformes en ligne peut sembler anodin, voire divertissant. Mais quand cela devient une habitude régulière, cela peut rapidement se transformer en une addiction destructrice. L'essor des paris sportifs numériques, des casinos virtuels et des applications qui permettent de jouer 24 heures sur 24 a créé un terrain fertile pour les pertes financières silencieuses. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de parier. Avec un simple téléphone et une carte de crédit, on peut jouer depuis son canapé. Le problème, c'est que ces systèmes sont mathématiquement conçus pour que le joueur perde à long terme. Plus on joue, plus les chances de perdre augmentent. La Commission nationale du jeu aux États-Unis estime qu'environ 6% des adultes, soit environ 10 millions de personnes, souffrent de problèmes de jeu pathologiques. Et l'impact ne se limite pas à l'argent. Les relations familiales se dégradent, la santé mentale est affectée, la stabilité émotionnelle se fragilise. Le jeu compulsif peut vider les comptes bancaires, entraîner un endettement extrême, voire provoquer des conflits juridiques ou professionnels. Le jeu est un piège qu'on ne détecte pas toujours à temps. Beaucoup le justifient comme un simple loisir ou une façon rapide de gagner un peu d'argent. Mais derrière chaque jeton misé se cache une équation qui favorise toujours la maison. Enfin, il existe un piège financier qui peut sembler mineur, mais qui affecte des millions de personnes chaque mois. Ne payer que le minimum sur sa carte de crédit. Cette pratique, aussi courante que dangereuse, donne une fausse impression de soulagement immédiat. Le relevé arrive, et au lieu de payer la totalité, on règle juste le montant minimum requis. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce mécanisme prolonge la dette pendant des années et double, voire triple, le montant initial. Selon une analyse de creditcards.com, si vous avez une dette de 2000 réals et ne payez que le minimum mensuel, par exemple 40 réals, il vous faudra plus de 7 ans pour la rembourser. Et pire encore, vous finirez par payer le double, voire le triple, à cause des intérêts cumulés. Ce type de dette devient aussi une boule de neige difficile à arrêter. Pendant que les intérêts s'accumulent, de nouveaux achats apparaissent, de nouvelles charges, de nouvelles dépenses qui s'ajoutent au solde précédent. On entre ainsi dans une spirale d'endettement qui consomme des ressources, génère du stress et réduit la capacité d'épargne. La meilleure stratégie dans ce cas est de toujours payer plus que le minimum. Même si vous ne pouvez pas régler la totalité de la dette immédiatement, tout montant supplémentaire permet de réduire le capital dû, de diminuer les intérêts et de raccourcir considérablement la durée de remboursement. Par exemple, si au lieu de payer 40 réals, vous en payez 60, vous pourriez rembourser cette dette en moins de la moitié du temps et économiser des centaines en intérêts. Il est également conseillé de revoir les conditions de la banque émettrice, taux d'intérêt, pénalités de retard, options de refinancement ou de regroupement. Parfois, une simple négociation peut permettre de restructurer la dette ou de la transférer vers une carte à taux réduit. L'important est de ne pas ignorer le problème ni de le repousser. La dette de carte n'est pas une solution, c'est un symptôme. En conclusion, bon nombre des pièges financiers actuels ne sont pas le fruit de décisions extrêmes ni de négligences graves. Ce sont des choix quotidiens, souvent invisibles, qui, répétés dans le temps, ont un impact majeur. Ne pas profiter des avantages disponibles, tomber dans des propositions trompeuses, parier impulsivement ou mal utiliser sa carte de crédit, ce sont des actions courantes, mais très coûteuses. La clé réside dans l'information, l'attention et la stratégie.
Être un consommateur informé et conscient nous permet de prendre des décisions alignées avec nos objectifs. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de dire non à tout. Il s'agit de dire oui à ce qui apporte une vraie valeur et d'apprendre à reconnaître ce qui n'est qu'une fausse opportunité. Au final, les meilleures décisions financières ne sont pas celles qui promettent de s'enrichir rapidement, mais celles qui construisent la stabilité pas à pas. Profiter des programmes déjà disponibles, éviter les escroqueries, contrôler ses impulsions et utiliser intelligemment ses cartes font tous partie d'un même chemin, celui d'une économie personnelle saine, durable et sans piège. Décision rapide, coût élevé. Nous vivons à une époque où tout se passe dans l'instant. Les nouvelles arrivent en quelques secondes, les messages reçoivent une réponse immédiate et les achats se font en un clic. Cette culture de la gratification instantanée, bien qu'elle facilite de nombreuses tâches, a également instauré une forme de consommation accélérée qui finit par nous coûter cher, littéralement. Le phénomène est clair. Nous voyons quelque chose qui nous plaît, un vêtement, un appareil électroménager, un gadget, et nous l'achetons sans trop réfléchir. Nous ne comparons pas les prix, ne cherchons pas d'alternatives, ne consultons pas les avis, nous nous laissons emporter par l'impulsion du moment. Et cette impulsion a un coût. Selon une enquête du cabinet de conseil McKinsey, la majorité des consommateurs visitent à peine 4 magasins, physiques ou numériques, avant de prendre une décision d'achat. Le plus frappant, ceux qui ne comparent pas les prix paient, en moyenne, jusqu'à 20% de plus pour le même produit. Autrement dit, en ne prenant pas quelques minutes pour comparer, on dépense un cinquième de plus. Multiplié par des dizaines d'achats par an, cela représente une somme importante. Dans un monde hyper connecté, où les comparateurs de prix, les avis des utilisateurs et les outils de recherche sont à portée de main en quelques secondes, continuer à acheter sans se renseigner est, dans bien des cas, une négligence évitable. Il suffit de 5 minutes pour vérifier si le même produit est moins cher ailleurs, s'il existe des promotions ou si des expériences négatives sont associées à cet achat. Notre portefeuille nous remercierait pour ce petit effort. Car il ne s'agit pas d'acheter moins, mais d'acheter mieux, avec discernement, information et conscience. Mais la consommation impulsive ne se limite pas aux biens matériels de consommation immédiate. Elle apparaît aussi dans des domaines plus émotionnels, comme les loisirs, les passe-temps ou les soins aux animaux. Ces activités, loin d'être superflues, jouent un rôle essentiel dans notre santé émotionnelle, notre créativité et notre qualité de vie. Cependant, si elles ne sont pas gérées avec équilibre, elles peuvent engendrer des dépenses excessives difficiles à maintenir. Avoir un chien, entretenir un jardin ou former un groupe de musique sont des activités profondément gratifiantes. Elles nous connectent au jeu, aux soins, au plaisir. Mais dans bien des cas, l'enthousiasme initial se traduit par des dépenses démesurées, vêtements spéciaux pour l'animal, accessoires design, cours exclusifs, équipements coûteux, abonnements, adhésions et toute une série d'articles qui, bien qu'ils aient une valeur émotionnelle, ne justifient pas toujours leur coût économique. Pour illustrer ce phénomène, il suffit de regarder l'évolution de l'industrie des produits et services pour animaux. Aux États-Unis, par exemple, ce secteur a atteint 109 milliards de dollars en 2024, selon l'Association américaine des produits pour animaux. C'est un marché en pleine croissance, alimenté par le désir d'offrir le meilleur à nos compagnons, mais aussi par la pression marketing, qui nous fait croire qu'un bon maître est celui qui dépense plus. Un habit personnalisé pour le chien ou une école canine gastronomique peuvent sembler être des gestes d'amour, et parfois ils le sont. Mais bien souvent, il s'agit plus de consommation émotionnelle que de réels besoins de l'animal. Comme les humains, les animaux apprécient davantage l'attention, le temps partagé et l'affection que les objets. Leur offrir une bonne qualité de vie ne nécessite pas forcément de grosses dépenses, mais plutôt notre présence, nos soins et notre attention. Il en va de même pour les hobbies. Apprendre la musique, cultiver des plantes, pratiquer un sport ou rejoindre une activité récréative sont des choix positifs.
Mais s'ils deviennent un prétexte pour acheter sans retenue, ils peuvent déséquilibrer le budget. L'important n'est pas de renoncer à ses passions, mais d'en gérer le coût intelligemment. Ai-je vraiment besoin de cet équipement professionnel ou puis-je commencer avec quelque chose de plus simple? Suis-je réellement en train d'utiliser ce que j'ai acheté ou est-ce déjà devenu un objet décoratif? Une autre situation où le désir l'emporte souvent sur la logique est celle de l'organisation des vacances. Nous avons tous besoin de repos, de déconnexion, de recharger nos batteries. Voyager, découvrir de nouveaux lieux et vivre des expériences mémorables est une part précieuse de la vie. Toutefois, lorsque cette expérience est financée par l'endettement, le coût réel peut être bien plus élevé que le bénéfice du repos. Une enquête de LendingTree a révélé que 44% des Américains se sont endettés pour financer leurs vacances. La dépense moyenne par personne s'élève à 1 564 $, une somme considérable si on la compare aux revenus mensuels moyens de nombreuses familles. La plupart de ces voyages ont été financés par des cartes de crédit, des prêts personnels ou des formules proposées directement par les agences ou les plateformes touristiques. Le problème n'est pas de profiter de bonnes vacances. Le problème est d'hypothéquer l'avenir pour quelques jours d'indulgence. Le marketing touristique, amplifié par les réseaux sociaux et les influenceurs, a construit un idéal de voyage qui ne correspond souvent pas à la réalité économique de ceux qui essaient de l'imiter. La pression de se montrer dans des lieux exotiques, des hôtels luxueux ou des activités exclusives peut mener à des décisions financières imprudentes. De plus, l'effet psychologique de ces décisions ne s'arrête pas au retour à la routine. Beaucoup de personnes éprouvent ce que l'on pourrait appeler une gueule de bois financière. Le malaise qui survient à la réception du relevé de carte, transformant le rêve de repos en source d'inquiétude permanente. Ce stress, cette anxiété liée à une dette contractée sans planification, peuvent de même ternir les souvenirs positifs du voyage. Alors, quelle est l'alternative? Planifier à l'avance, établir un budget réaliste, épargner spécifiquement pour cet objectif et privilégier les expériences plutôt que le luxe. Voyager en conscience ne signifie pas renoncer au plaisir, mais s'assurer que ce plaisir ne génère pas de coûts émotionnels et économiques à long terme. Bien souvent, un voyage plus simple mais bien planifié est bien plus agréable qu'un séjour extravagant financé par l'endettement. En résumé, nous sommes entourés de décisions rapides qui semblent anodines mais qui, accumulées, ont un impact financier considérable. Acheter sans comparer, dépenser impulsivement dans les loisirs, exagérer avec nos animaux de compagnie ou s'endetter pour partir en vacances sont autant de manifestations d'un même schéma, privilégier le désir immédiat au détriment de la durabilité à long terme. Il ne s'agit pas de supprimer les plaisirs ni de vivre dans des restrictions permanentes. Il s'agit de marquer une pause avant d'agir, de se demander si ce que l'on s'apprête à faire vaut vraiment ce que cela coûte, d'évaluer si le plaisir momentané justifie l'effort ultérieur. Car bien souvent, une décision prise en quelques minutes affecte nos finances pendant des mois, voire des années. À une époque où tout nous pousse à aller vite, cultiver l'habitude de la réflexion est un acte de rébellion intelligente. Un « pas maintenant » peut devenir la porte ouverte à un « oui plus tard », mais avec sérénité, avec sécurité, avec liberté. Le secret n'est pas de cesser de vivre. Le secret est d'apprendre à bien vivre, sans que cela nous coûte plus que ce que nous pouvons payer. Le crédit, les petites lignes et tous les œufs dans le même panier. Le score de crédit, également appelé historique de crédit ou notation, est l'un de ces concepts fondamentaux en finance personnelle que tout le monde devrait comprendre. Et pourtant, il est l'un des plus ignorés et mal interprétés. Pour beaucoup de gens, il ne s'agit que d'un chiffre abstrait, un jargon bancaire qui semble sans lien direct avec leur quotidien. Mais en réalité, ce chiffre peut déterminer silencieusement mais puissamment combien vous payez pour vos prêts. Si vous pouvez accéder à un logement, à une voiture, à une carte de crédit ou même à certains emplois. Le score de crédit fonctionne comme une sorte de bulletin financier.
Il résume votre comportement face aux dettes, votre ponctualité dans les paiements, le montant de vos dettes accumulées, et si vous êtes digne de confiance pour rembourser ce que vous empruntez. Comme à l'école, votre note peut monter ou descendre selon vos actions. À la différence près qu'il ne s'agit pas d'une note symbolique, c'est un chiffre qui affecte directement votre portefeuille, et les effets d'un mauvais score peuvent être énormes. Selon l'entreprise FICO, qui élabore l'un des modèles de notation les plus utilisés aux États-Unis, une personne ayant un score inférieur à 650 pourrait finir par payer jusqu'à 3 fois plus d'intérêts pour un prêt hypothécaire que quelqu'un dont le score dépasse 750. En chiffres, pour une maison de 200 000 $ sur 30 ans, cette différence représente environ 93 000 $, près de 100 000 $ de plus pour la même maison, simplement à cause d'un historique de crédit négligé. C'est un coût invisible, mais bien réel. Personne ne vous le facture explicitement. Il est intégré dans le taux qu'on vous propose. Et souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous auriez pu payer beaucoup moins si votre score avait été meilleur. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert financier pour entretenir son score. L'habitude la plus puissante et la plus simple est de payer ses factures à temps. Tous les mois. Toujours. La ponctualité dans les paiements est le facteur le plus déterminant dans le calcul du score de crédit. Ni vos revenus, ni vos biens matériels, ni votre emploi n'ont autant de poids. Ce qui compte vraiment, c'est la constance avec laquelle vous respectez vos engagements. D'autres facteurs entrent aussi en jeu, comme le ratio dette-revenu, la durée de votre historique de crédit, la diversité de vos produits financiers actifs et les demandes récentes de nouveaux crédits. Mais si vous devez commencer par quelque chose, commencez par la ponctualité. Cette discipline, invisible aux yeux de beaucoup, peut vous faire économiser des milliers d'euros au fil du temps. Mais les coûts silencieux ne s'arrêtent pas là. Une autre erreur très fréquente en finances personnelles est de ne pas prêter attention aux frais bancaires. Chaque fois que vous consultez votre solde à un distributeur autre que votre banque, que vous faites un virement interbancaire, que vous tombez sous le solde minimum requis ou que vous ne respectez pas une clause du contrat, la banque peut vous facturer une pénalité. Et comme ces frais sont généralement faibles, 2 € ici, 5 là, une petite commission mensuelle, ils passent souvent inaperçus. Mais à la fin de l'année, cela s'additionne. Selon une enquête menée par Bankrate, le consommateur moyen paie environ 90 $ par an uniquement en frais évitables. Ce qu'il y a de plus ironique, c'est que la majorité de ces frais pourraient être supprimés avec un peu d'attention. Parfois, il suffit de changer de type de compte, d'adhérer à un programme qui exempte certains frais ou même de changer de banque pour une institution plus transparente ou avec de meilleures conditions. Il existe même des comptes qui offrent des exonérations si vous remplissez quelques conditions simples chaque mois, un nombre minimum de transactions, un revenu mensuel donné ou la réception de votre relevé en format numérique. Une bonne pratique consiste à lire votre relevé bancaire avec la même attention que vous portez à une facture importante. Demandez-vous, qu'est-ce que ce prélèvement? Puis-je l'éviter? Y a-t-il une alternative plus avantageuse? Une après-midi de recherche et quelques appels téléphoniques peuvent vous faire économiser des centaines d'euros par an. De l'argent que vous êtes peut-être en train de perdre simplement parce que vous ne lisez pas les petites lignes. Mais peut-être que l'une des erreurs les plus structurelles et aussi les plus dangereuses en matière de finances personnelles est de dépendre d'une seule source de revenus, le salaire. Pendant longtemps, avoir un emploi stable était synonyme de sécurité. Mais dans l'économie actuelle, ce n'est plus une garantie. Les crises économiques, les licenciements massifs, les coupes budgétaires ou même les avancées technologiques peuvent laisser une personne sans travail du jour au lendemain. Et quand cela arrive, ceux qui n'ont pas d'autres sources de revenus sont laissés sans filet. Que se passe-t-il si demain votre entreprise ferme, si votre poste est automatisé ou si votre contrat n'est pas renouvelé? Avez-vous de quoi tenir 1 mois, 3 mois, 6 mois? Selon des données de la Banque centrale, 35% des travailleurs dépendent exclusivement de leur salaire, sans aucune autre source de revenus. Cela les place dans une position vulnérable. Car en cas de problème, il n'y a pas de plan B, seulement de l'incertitude, de la dette
et de l'angoisse. C'est pourquoi de plus en plus d'experts en finances personnelles recommandent de développer des sources de revenus parallèles. Elles n'ont pas besoin d'être considérables ni de vous rendre financièrement indépendant du jour au lendemain. Il suffit qu'elles constituent un revenu complémentaire, un renfort, un outil de résilience. Les options sont nombreuses et s'adaptent aux compétences, au temps et aux ressources de chacun. Louer une chambre dans votre maison, donner des cours particuliers, faire du freelance, vendre des produits faits main, monétiser un savoir-faire en ligne, faire de la revente, offrir des services dans votre quartier. Tout compte. L'important, c'est de changer de mentalité. Comprendre que le salaire ne peut plus être la seule source de stabilité et que diversifier n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une façon de préserver votre tranquillité d'esprit. Comme le dit le vieux proverbe, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Car si ce panier tombe, vous ne perdez pas seulement vos œufs, vous perdez aussi le sentiment de contrôle sur votre vie. En outre, lorsque vous disposez de revenus parallèles, même modestes, vous gagnez quelque chose de précieux, une marge de manœuvre. Vous pouvez faire face à des imprévus sans vous endetter, refuser des conditions de travail abusives, vous faire plaisir sans compromettre votre budget. La diversification ne vous rend pas riche instantanément, mais elle vous rend plus libre. En somme, prendre soin de votre score de crédit, éviter les frais bancaires inutiles et générer plusieurs sources de revenus ne sont pas des actions isolées, mais les piliers d'une même attitude. Celle de celui qui veut reprendre le contrôle de ses finances, qui ne laisse pas l'argent se gérer tout seul, qui ne confond pas stabilité avec inertie. Et bien que tout cela puisse paraître exigeant ou accablant au départ, la vérité est que cela repose sur des habitudes simples. Payer à temps, lire attentivement, vérifier ses relevés, poser des questions, explorer de nouveaux chemins. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire, ni économiste, ni expert en investissement. Il suffit d'avoir de la volonté, de la constance et l'envie d'apprendre. Car au bout du compte, les finances personnelles ne relèvent pas de la chance, mais de la stratégie. Et chaque décision que vous prenez ou que vous évitez de prendre construit l'avenir financier dans lequel vous allez vivre. Gourou sans diplôme, prêts piégés et dépenses invisibles. Les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à l'information financière. Cependant, tout ce qui brille n'est pas or. Pour chaque source fiable, il existe des dizaines d'autoproclamés gourous qui, sans aucune formation professionnelle, promeuvent des stratégies douteuses, voire carrément frauduleuses, comme des raccourcis vers la richesse. Une étude de l'entreprise Graph a révélé que plus de 90% des influenceurs financiers sur TikTok, Instagram et YouTube n'ont ni certification ni formation vérifiable en économie ou en investissement. Avant de se laisser séduire par cette nouvelle crypto-monnaie, ce court miracle ou ce trader qui promet des gains impossibles, il faut faire une pause et demander des preuves, des résultats concrets, des témoignages vérifiables et surtout un soutien institutionnel. Autre piège dangereux, les prêts rapides au taux d'intérêt exorbitant. Lorsque le besoin se fait pressant, beaucoup de personnes tombent dans le piège de ces crédits instantanés qui promettent une approbation en 5 minutes et un versement immédiat sans vérifier l'historique. Mais les petites lignes cachent souvent des taux annuels supérieurs à 300%. Le Centre pour les prêts responsables avertit que ces produits peuvent coûter presque 4 fois plus cher qu'un prêt bancaire classique. Parfois, il vaut mieux passer un moment inconfortable, demander de l'aide à la famille, vendre un objet ou reporter un paiement, que signer un contrat qui compromet votre avenir financier. Comme le dit si bien l'expert Salomon, ce sont des aspirines hors de prix pour des maux de tête chroniques. Et puisqu'on parle de douleurs invisibles, on ne doit pas sous-estimer les fameuses dépenses fourmis. Ce café quotidien, le snack du distributeur, le pourboire donné sans réfléchir ou le parking pour quelques minutes. Ce sont de petites dépenses qui paraissent insignifiantes, jusqu'à ce qu'on les additionne. Selon la société Prosperity Now, ces habitudes peuvent représenter jusqu'à 20% de nos revenus annuels. Le plus dangereux, c'est que, comme il s'agit de petits montants, elles passent inaperçues. Mais si l'on voyait combien cela représente sur un an,
on y réfléchirait probablement à 2 fois avant de les laisser passer. Comme l'enseigne l'homme le plus riche de Babylone, ce sont les gouttes constantes qui remplissent la cruche de l'épargne. Le coût réel de posséder et la valeur d'un apprentissage sans pause. Posséder une voiture est souvent associé à la liberté et au confort. Mais ce que beaucoup de gens ne prennent pas en compte, c'est le véritable coût de son entretien. Au-delà du prix d'achat, il faut ajouter le carburant, l'assurance, les taxes, l'entretien, les réparations, le stationnement et la dépréciation inévitable. Selon un rapport de l'American Automobile Association, en 2022, le coût moyen pour posséder et utiliser une berline neuve s'élevait à 10 728 $ par an. Dans le cas d'un SUV ou d'un pick-up, ce chiffre atteignait 12 200 $. Pourtant, la majorité des acheteurs ne pensent qu'à la mensualité, sans considérer l'ensemble des frais cachés qui s'accumulent au fil de l'année. Il en va de même lorsque nous ne diversifions pas nos sources de revenus. Avec des emplois de plus en plus précaires, dépendre d'un seul revenu est un pari risqué. Une étude de Career Builder a révélé que 78% des travailleurs américains vivent au jour le jour et que plus de 25% ne pourraient pas couvrir un mois de dépenses s'ils perdaient leur emploi principal. Sans autre revenu, tout imprévu peut se transformer en crise. Un autre piège très courant est de remettre à plus tard l'épargne pour la retraite. Lorsqu'on est jeune, la vieillesse semble lointaine et abstraite. Mais chaque année passée sans épargner est une année d'intérêt composée perdue à jamais. Un exemple cité par CNN Business montre qu'une personne qui commence à épargner seulement $1 par semaine à 20 ans pourrait atteindre près d'1 million de dollars à 65 ans, en supposant un rendement de 8%. Mais si elle attend jusqu'à 40 ans pour commencer, elle devra cotiser 20 fois plus chaque semaine pour obtenir le même résultat. Et si tout cela a une origine commune, c'est bien l'absence d'éducation financière continue. Beaucoup pensent que l'apprentissage sur l'argent se fait à l'école ou une fois qu'on a décroché un premier emploi. Mais l'économie change, les règles évoluent et les opportunités aussi. Warren Buffett l'a dit clairement, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Il ne s'agit pas de devenir un expert en finance, mais d'adopter une attitude d'apprentissage permanent. Une étude de Standard & Poor's a révélé que seulement 3% des adultes dans le monde possèdent les connaissances financières de base nécessaires. Cela signifie que 97% de la population prend des décisions économiques à l'aveugle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Les pièges financiers sont partout, certains évidents, d'autres plus subtils, mais avec de la conscience, de la stratégie et de l'éducation, on peut les éviter. Construire une bonne santé financière ne se fait pas en un jour. C'est comme ériger un mur, brique après brique, épargne après épargne, investissement après investissement. Chaque euro bien géré, chaque dépense inutile évitée est un pas ferme vers la liberté. Et ce futur que vous êtes en train de bâtir ne vous en remerciera pas seulement à vous, mais aussi à ceux que vous aimez le plus. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a aidé à voir vos finances plus clairement, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, nous continuons à partager des outils pratiques, des conseils utiles et des réflexions qui peuvent faire une grande différence dans votre bien-être financier. Activez la cloche et continuez à construire un avenir plus conscient, pas à pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.